Maman m'a envoyé un texto, on ne vient pas à l'anniversaire de ton fils. On est un peu juste. J'ai répondu, bien sûr. Une semaine plus tard, j'ai ouvert Instagram. Ma famille à Paris, tenues assorties, sous la tour Eiffel. 147 photos. J'ai juste répondu, alors je sauterai le paiement de votre hypothèque. Bonne chance. Pendant 40 minutes, mon téléphone a explosé d'appels manqués. J'ai explosé en voyant la photo. Pas au sens figuré. J'ai littéralement jeté mon téléphone à travers la cuisine. Il a heurté le frigo, a glissé derrière la poubelle de recyclage, et je suis resté là, à fixer l'endroit où il avait disparu, comme si mon cerveau n'arrivait pas à enregistrer. Ce n'était pas juste une photo. C'était la confirmation de quelque chose que je sentais déjà au plus profond de moi, qu'ils avaient encore menti. Et cette fois, ils ne m'avaient pas seulement menti à moi. Ils avaient fait du mal à mon fils. Une semaine plus tôt, ma mère m'avait envoyé le même message plat qu'elle envoie toujours quand elle s'apprête à décevoir quelqu'un, on ne vient pas à la fête. On est un peu juste. Pas d'explication, pas d'excuse, juste ça, comme s'il s'agissait d'une facture qu'il choisissait de ne pas payer ce mois-ci. Sauf que ce n'était pas une facture. C'était le 8e anniversaire de mon fils. Un enfant qui parle constamment de ses grands-parents, qui demande toujours s'ils seront à la fête avant même que j'envoie les invitations. Un enfant qui a préparé 2 cupcakes supplémentaires avec moi, parce que mamie veut toujours du chocolat. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont même pas appelé. Ce soir-là, après que les bougies ont été soufflées et que les invités sont partis, il m'a demandé s'ils étaient en colère contre lui. Je n'oublierai jamais ça. J'étais en train d'essuyer le glaçage de la table quand il l'a dit, et je me souviens de la façon exacte dont mon estomac s'est noué. Je lui ai dit, bien sûr que non, qu'ils avaient juste eu quelques imprévus, mais à en juger par son regard, je savais qu'il ne me croyait pas. Il est allé se coucher tôt, disant qu'il était fatigué. Je l'ai entendu pleurer derrière sa porte. Je ne l'ai dit à personne, ni à mon mari, ni à mes amis, car au fond, j'avais honte. Honte que mes propres parents puissent traiter mon enfant de cette manière. Honte d'avoir laissé ça se reproduire. Ils ont toujours été comme ça, depuis que j'ai commencé à gagner plus d'argent qu'eux. D'une manière ou d'une autre, chaque urgence financière me retombe dessus. Une facture à payer. Abigail s'en occupera. Besoin d'aide pour des réparations de voiture? Elle ne dira pas non. Ils ont même utilisé ma carte de crédit pour la fête de fiançailles de ma sœur, en promettant de me rembourser à la fin du mois. C'était il y a 8 mois. J'ai laissé passer, comme je le fais toujours, pour préserver la paix, pour le bien de la famille. Mais ensuite, j'ai ouvert Instagram. La première photo était celle de ma sœur, tenant une coupe de champagne devant une immense fenêtre, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Je me suis figé. C'était peut-être une vieille photo, mais j'ai ensuite vu la légende, première nuit à Paris. Le voyage en famille commence. Cœur rouge première nuit. Puis c'était ma mère, posant avec mon père dans des tenues en lin assorties sous la tour Eiffel, riant comme s'ils étaient dans une publicité pour une agence de voyage. Il y avait une photo de groupe, mes parents, ma sœur, son fiancé, tous debout devant une grille ornée, les bras les uns autour des autres, comme s'ils formaient la famille la plus heureuse et la plus soudée de la planète. J'ai senti ma poitrine se serrer, comme si je ne pouvais plus respirer. Ils n'étaient pas seulement partis en voyage. Ils l'avaient planifié, réservé, avaient fait leur valise, souri pour l'appareil photo, retouché, légendé et posté. Tout ça, en prétendant qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine de venir à l'anniversaire de leur petit-fils, tout en me mentant sur leur situation financière. Ils savaient qu'il aurait le cœur brisé. Ils l'ont fait quand même. J'ai regardé chaque photo. Il y en avait 147 au total. Des cours de cuisine, des promenades en bateau sur la Seine, des sacs de shopping de magasins de luxe, mon père tenant une pâtisserie avec un panneau manuscrit disant « Affamé à Paris, LOL ». C'était une blague pour eux. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas envoyé de texto. Je ne suis même pas allé chercher mon téléphone tout de suite. Je suis allé m'asseoir dans la chambre de mon fils, je l'ai juste regardé dormir un moment. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère qu'il soit allé à Paris. J'étais en colère qu'il n'ait jamais pensé à ce que ça lui ferait, à lui. Qu'il sache qu'il serait blessé et qu'il ne se soit pas soucié de mieux mentir. Qu'il se soit servi de moi, encore et encore, prenant mon argent, ma patience, ma culpabilité,
pour ensuite choisir de le laisser de côté. J'ai finalement pris mon téléphone et j'ai envoyé un seul message, alors je sauterai le paiement de votre hypothèque. Bonne chance. 40 minutes plus tard, j'avais 13 appels manqués. 8 de ma mère, 3 de mon père, 2 de ma sœur. Puis les textos ont commencé à arriver. Des accusations, de la culpabilisation. Comment as-tu pu, et c'est tellement injuste. Injuste. Ce qui était injuste, c'était la façon dont ils avaient fait sentir à mon fils qu'il n'était pas important. Ce qui était injuste, c'était qu'ils s'attendent à ce que je continue à jouer le rôle de sauveuse, pendant qu'ils jouaient les touristes. Je n'allais plus le faire. Et ils n'avaient aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Ni aux exigences en majuscules de ma mère, ni aux paragraphes dégoulinants de culpabilité de mon père, ni aux excuses peu sincères de ma sœur. Je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir les nouvelles notifications de messagerie vocale. Je savais exactement ce qu'elles diraient. J'avais entendu ces mêmes intonations une centaine de fois, dans différentes situations. Ils font une bêtise, je répare. Ils prétendent que tout n'était qu'un malentendu. Pas cette fois. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon application bancaire et de supprimer tous les paiements automatiques liés à leurs factures. C'était étrange au début, presque comme supprimer un rappel pour respirer. Pendant des mois, j'avais couvert leur hypothèque, pendant qu'ils juraient que les temps étaient durs. Je les ai crus, car je voulais les croire. Mais maintenant, je savais qu'ils buvaient du vin à Paris, avec l'argent que je leur envoyais pour qu'ils gardent un toit sur la tête. J'ai arrêté les paiements. Puis je suis allé plus loin. Ma sœur avait accès à une carte sur mon compte. Je l'avais ajoutée il y a 2 ans, quand elle avait dit qu'elle en avait besoin pour traverser une mauvaise passe. Essence, courses, urgence. C'était l'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, ces urgences se produisaient toujours au restaurant, dans des magasins de vêtements, ou lors de week-ends. Et quand j'ai vérifié les derniers débits, c'était là. Un magasin à Paris. Elle a utilisé ma carte pour traverser l'océan, tout en prétendant ne pas pouvoir se permettre de venir voir son propre neveu. J'ai supprimé son accès en un clic. C'était presque trop facile. Le soir même, les messages ont changé de ton. Moins moralisateur, plus désespéré. Mon père a laissé un message vocal, faisant semblant d'être calme, mais basculant dans la leçon de morale à mi-parcours. Ma mère a envoyé un texto, demandant si je me souciais même de ce que les gens pourraient penser quand la banque les appellerait. Puis ma sœur a envoyé un long message, prétendant qu'elle ne savait pas que le débit de Paris passerait sur cette carte, ce qui était drôle, car il s'agissait d'une boutique où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai tout ignoré, mais je ne prévoyais rien de plus. Pas encore. Je voulais juste de la distance, du silence, une pause après des décennies de manipulation, déguisée en loyauté familiale. Puis le lendemain matin, mon téléphone professionnel a sonné. Ma réceptionniste m'a appelé, me disant que ma mère était en attente et que ça semblait urgent. J'ai pris l'appel, pensant qu'il était peut-être arrivé quelque chose à ma grand-mère. Ce n'était pas le cas. Ma mère était juste furieuse. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si cruel, pourquoi je les punissais, pourquoi je pensais qu'il était acceptable de couper l'aide. Comme si elle ne décrivait pas une relation entre des parents et leur fille, mais un service que je n'avais pas fourni à temps. Je ne lui ai pas crié dessus. Je lui ai juste dit la vérité, qu'ils avaient manqué l'anniversaire de mon fils, qu'ils avaient pleuré, qu'ils avaient menti sur leur situation financière tout en prenant des vacances de luxe, que ce n'était pas quelque chose dont nous allions nous remettre, et que je n'élevais pas un enfant pour qu'il croie que sa famille pouvait le traiter comme une chose sans importance. Elle a raccroché. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus tard dans l'après-midi, après y avoir réfléchi pendant des heures, j'ai appelé ma grand-mère. Je ne l'avais pas prévu. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans. Mais quand elle a décroché et m'a demandé comment s'était passé l'anniversaire, j'ai eu la gorge nouée et tout est sorti. Tous les mensonges, tout l'argent, toutes les excuses, le nombre de fois où je leur avais pardonné, le nombre de fois où ils en avaient profité, et puis Paris, les photos, les tenues assorties, le fait que mon enfant s'était endormi en pleurant, pensant qu'on ne voulait pas de lui. Je ne lui ai même rien demandé. Elle a écouté en silence, sans m'interrompre, ce qui était rare de sa part. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. J'ai pensé qu'elle pourrait me gronder d'avoir laissé les choses aller si loin. Au lieu de ça, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, ils se sont servis de toi. Et ils m'ont menti à moi aussi.
Je ne vais pas récompenser ça. Je n'ai pas compris au début. Pas avant qu'elle n'ajoute, j'ai mis à jour mon testament cette année. Ils n'auront pas ce qu'ils pensent avoir. La ligne est devenue silencieuse après ça, lourde, définitive, comme une porte qui se ferme. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai senti un changement, car ils n'avaient aucune idée que ma grand-mère n'était pas seulement déçue. Elle était sur le point de changer tout ce sur quoi ils avaient compté. Ils ont dû sentir que quelque chose avait changé. Je n'avais répondu à aucun message, n'avais répondu à aucun appel, n'avais pas envoyé un mot depuis mon texto sur l'hypothèque. Mais soudain, ils agissaient comme si nous étions les meilleurs amis du monde. 2 jours après avoir parlé à ma grand-mère, j'ai reçu un texto de ma sœur à 7 heures du matin, « Je pense à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. » C'est une fille qui ne m'a pas demandé comment j'allais depuis plus de 5 ans. Puis mon père a appelé et a raccroché après 2 sonneries. Pas de message vocal. 10 minutes plus tard, ma mère a envoyé un message désinvolte, demandant si mon fils avait aimé la carte d'anniversaire qu'ils avaient postée la semaine dernière. Il n'y avait pas de carte. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Le même après-midi, ma tante, qui ne m'avait pas contacté depuis plus d'1 an, m'a contacté au hasard, disant qu'elle voulait t'appeler depuis un moment, juste pour reprendre des nouvelles et dire qu'elle était fière de moi et que j'avais toujours été si posé. J'ai fixé le message 1 minute entière avant de le supprimer. Il paniquait. Je pouvais le sentir. Il ne savait pas ce que j'avais fait, mais il savait que j'avais fait quelque chose. Il ne savait pas à qui j'avais parlé, ce que je lui avais dit, ni l'ampleur des dégâts qui se dirigeaient vers eux. Cette incertitude les rongeait. Et je n'avais même pas eu à dire un mot. La vérité, c'est que ma grand-mère m'avait déjà rappelé. Elle semblait plus calme cette fois, pas en colère, juste lucide. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré son avocat ce matin-là. Elle a dit qu'il était temps d'arrêter de cautionner leur comportement et d'arrêter de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait depuis toutes ces années. Je réécris tout, m'a-t-elle dit. Ils ont clairement montré leurs priorités. Ça ne ressemblait pas à une vengeance. Ça ressemblait à la justice. Une justice silencieuse, froide, et attendue depuis longtemps. Et le timing n'aurait pas pu être meilleur. Ce samedi-là, j'ai reçu un appel de la voisine de mes parents. Leur maison avait perdu l'électricité. Pas à cause d'une tempête, ni d'un accident, mais à cause d'un impayé. Ils n'avaient pas payé la facture d'électricité depuis 3 mois. Je le savais, parce que c'était moi qui la payais. Chaque fois qu'ils textotaient qu'ils avaient oublié, ou qu'ils pensaient que c'était en prélèvement automatique, ou que la banque avait des problèmes, je me connectais à leur compte et je réglais. Des centaines de dollars tous les quelques mois, en plus de leur hypothèque. Tout ça, discrètement balayé sous le tapis. Cette fois, je n'ai rien fait. Ils ont essayé de me joindre. Mon père a envoyé un texto, disant que la nourriture dans le frigo allait se gâter, qu'ils ne pouvaient pas charger leur téléphone, qu'ils n'étaient pas sur un autre âge de rester sans électricité. Ma sœur a envoyé un long message me traitant de cruel, disant que je laissais l'orgueil l'emporter sur la compassion. Je n'ai pas répondu. Et puis ils sont allés voir ma grand-mère. Elle m'a appelé le lendemain et m'a raconté toute l'histoire. Ils sont arrivés à l'improviste, avec un bouquet de supermarché et des biscuits en boîte. Ils ont essayé d'en rire, disant que la coupure de courant était un coup de malchance, que j'avais été un peu sensible ces derniers temps, et que c'était probablement juste le stress du travail et de la maternité. Mon père a même plaisanté en disant que j'avais peut-être enfin appris à dire non. Ma sœur a dit que j'étais probablement hormonal, comme si ça expliquait tout. Puis ma grand-mère leur a dit que le testament était en cours de réécriture. Elle leur a dit qu'ils n'héritaient plus de rien par défaut, qu'à l'avenir, la fiducie serait basée sur le comportement réel, pas sur l'ordre de naissance, qu'elle était fatiguée des excuses, des mensonges, du parasitisme, et de la façon dont ils me traitaient, comme si j'étais un distributeur de billets ambulants qu'ils ne respectaient même pas. Elle a dit que la pièce est devenue silencieuse. Personne n'a discuté. Personne n'a demandé de clarification. Ils sont juste restés là, à encaisser. Ce soir-là, j'ai reçu une lettre par la poste, 3 pages complètes, manuscrites, de ma mère. Ça a commencé par une douce culpabilisation, comment elle n'avait jamais voulu que les choses deviennent si laides, comment il essayait juste de créer des souvenirs tant qu'il le pouvait encore, comment le voyage à Paris n'était même pas le leur et qu'il ne réalisait pas que ça aurait l'air si mauvais. Puis est venue la pirouette, si tu pouvais juste aider avec l'hypothèque une dernière fois.
Ce n'était pas des excuses. C'était un argumentaire de vente. Il pensait toujours que c'était une question d'argent. Il ne pouvait pas voir que ça n'avait jamais été une question de dollars. Il s'agissait de la façon dont ils avaient rabaissé mon fils, du peu de considération qu'ils avaient pour moi, de la façon dont ils me traitaient comme un plan de secours, pas comme une fille. J'ai plié la lettre et je l'ai jetée directement à la poubelle. Puis je suis allé m'asseoir avec mon fils pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à la façon dont il lui expliquerait tout ça. Je ne lui mentirais pas, mais je n'avais pas besoin de dire grand-chose non plus. Il lui montrait déjà exactement qui ils étaient. Et cette fois, je les laissais enfin faire face aux conséquences. Les choses ont commencé à se dégrader plus vite que prévu. 3 jours après la lettre, ma sœur s'est pointée à mon bureau. Sans prévenir, sans rendez-vous, elle est entrée directement dans le hall d'accueil comme si elle était chez elle, agissant de manière trop décontractée, prétendant être juste dans le coin. Elle ne m'avait jamais rendu visite au travail, pas une seule fois de toute ma carrière. J'étais dans le couloir, en train de parler à l'un des chefs de projet, quand je l'ai vue à travers la vitre, appuyée sur le comptoir de la réception, souriant comme si elle n'avait pas utilisé ma carte de crédit pour faire du shopping à Paris. J'aurais pu lui demander de partir. J'aurais probablement dû. Mais j'étais curieuse. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous ne venions pas d'arrêter de nous parler, et tout de suite, je l'ai vue, la fausse gentillesse, le nouveau ton, ce regard de quelqu'un qui essaie de se sortir d'un piège dans lequel il ne pensait jamais tomber. Elle a commencé par dire qu'elle s'inquiétait pour moi, que la famille s'inquiétait, qu'elle ne voulait pas que les choses continuent comme ça. Puis elle a changé de sujet, a dit que grand-mère était très émotive ces derniers temps et que peut-être elle ne pensait pas clairement, que peut-être je lui avais un peu monté la tête. Je suis resté là à écouter, la laissant s'enfoncer. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, on essayait juste de prendre les devants pour le testament, tu sais, pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et voilà. Il savait. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un dans la famille avait laissé fuiter que grand-mère changeait le testament. Mon hypothèse ? Ma tante, celle qui m'avait envoyé ce texto suspicieusement chaleureux la semaine dernière. Elle a dû le découvrir et leur dire, dans l'espoir de prendre les devants, peut-être même de s'insérer dans le drame qui se formait. Mais il était trop tard. J'ai dit à ma sœur que je n'avais rien à voir avec les décisions de grand-mère. J'ai dit que si elle voulait lui parler, elle n'avait qu'à le faire. Puis je l'ai raccompagnée jusqu'au hall et j'ai dit à la réceptionniste de ne plus la laisser entrer sans prévenir. Cette nuit-là, les choses ont pris une autre tournure inattendue. Grand-mère m'a appelé, a dit qu'elle voulait m'apporter quelque chose. Je supposais que c'était des biscuits ou peut-être un vieil album photo, quelque chose de sentimental. Mais elle est arrivée sur mon porche avec une enveloppe Kraft et s'est assise comme si elle déposait des devoirs. À l'intérieur, des scans de chaque virement bancaire que j'avais fait à mes parents. Elle avait des copies. D'une manière ou d'une autre, elle avait tout suivi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mêler de mes affaires, mais qu'elle avait remarqué que les choses ne collaient pas depuis un moment, comment ils étaient toujours en difficulté mais partaient quand même en week-end, comment ils n'avaient jamais mentionné une seule fois de me rembourser. Alors, elle a commencé à prêter attention. Elle avait chaque virement, chaque paiement par carte, chaque transfert que j'avais fait pour les aider au cours des 6 dernières années. Le total s'élevait à près de 27 000 $. Je suis juste resté là, à fixer le papier. Elle a dit qu'elle avait donné les relevés à son avocat, non seulement pour prouver où mon argent était allé, mais pour le refléter dans la version finale du testament. Elle ajustait l'héritage pour tenir compte de ce que j'avais déjà donné. Elle a dit que ce ne serait pas juste de faire comme si j'avais reçu le même soutien alors que j'avais en fait été le soutien. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, je te nomme exécutrice testamentaire. Je me suis figé. Elle a dit qu'elle me faisait confiance pour être juste, même quand elle ne serait plus là pour expliquer ses choix. Qu'elle était fatiguée de leurs sentiments de droit, des mensonges et des comédies, et qu'elle voulait que quelqu'un qui avait réellement été là pour la famille exécute ses dernières volontés. Le lendemain matin, l'enfer s'est déchaîné. Apparemment, mes parents avaient demandé un prêt de refinancement des semaines plus tôt, comptant sur les nouveaux chiffres de l'héritage comme des actifs futurs garantis. Mais après que l'avocat de grand-mère a contacté leur conseiller financier pour mettre à jour le statut de la fiducie, la banque a rejeté leur demande. Leur plan s'est effondré, et soudain, ils avaient 2 mois de retard sur l'hypothèque. Les lumières venaient juste d'être remises, grâce à un paiement désespéré fait par un vieil ami de mon père. Et maintenant, ils n'avaient pas de prêt, pas de garantie d'héritage,
et aucune idée de ce qui allait suivre. J'ai reçu un texto de groupe ce soir-là, de ma mère, peut-on s'il vous plaît parler? Tous ensemble. On est toujours une famille. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de leur devoir quoi que ce soit. J'ai posé mon téléphone. Mon fils me demandait de l'aide pour construire quelque chose avec des Legos, et je n'ai pas manqué une seule pièce. Au moment où le refinancement s'est effondré, les appels sont passés de gênants à incessants. C'était comme regarder une machine se démonter, pièce par pièce. D'abord les lumières, puis le prêt, puis la voiture de ma mère est tombée en panne sur le chemin d'un rendez-vous urgent, et j'ai reçu un texto de ma sœur disant que c'était ironique comme tout s'effondre maintenant. Ou juste attendu depuis longtemps. Ils ont arrêté de faire semblant après ça. Mon père a laissé un message vocal qui ressemblait à une menace déguisée en sermon. Il a dit que je montais la famille les uns contre les autres. Il a dit que grand-mère était trop vieille pour prendre des décisions majeures. Ma mère a commencé à envoyer des textos dramatiques sur la perte de la maison, la perte de notre famille, la perte de tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ils avaient fait de moi la méchante de leur histoire, et ils se démenaient pour réécrire la fin. Puis est venue la pire chose. Ma sœur m'a envoyé un message, j'ai parlé à grand-mère de l'avortement que tu as eu à l'université. Bonne chance pour être son petit ange maintenant. J'ai juste fixé le message. C'était un coup bas, évidemment, mais surtout, c'était stupide, parce que grand-mère était déjà au courant. Je lui avais dit des années auparavant, non pas pour obtenir la permission, mais pour trouver du réconfort. C'était la seule personne de notre famille en qui j'avais jamais eu confiance avec la vérité, et elle ne m'avait montré que de la gentillesse. Mais ma sœur ne le savait pas. Elle pensait qu'elle tenait une grenade, et elle l'a jetée dans une pièce vide. Alors, j'ai finalement répondu, un seul message, elle sait déjà. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton propre avenir, car le tien vient de devenir beaucoup plus petit. Le lendemain, grand-mère a rappelé. Elle avait mis à jour son avocat avec un dernier avenant. Elle n'ajustait plus seulement les chiffres. Elle retirait des noms. Mes parents étaient officiellement exclus de tout contrôle financier de sa succession. Ma sœur était complètement écartée, pas seulement réduite. La fiducie passerait par moi. Non pas parce que je l'avais demandé, mais parce que, selon les mots de grand-mère, tu es la seule qui ne m'ait pas menti. Ce soir-là, ils se sont pointés chez moi. Tous les trois. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'ils se garaient dans l'allée comme si c'était une visite ordinaire. Mon père au volant, ma mère en passagère, ma sœur sortant déjà avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai même pas bougé. Mon mari est sorti à ma place. Je ne lui avais rien demandé. Il a juste ouvert la porte, l'a refermée derrière lui, et s'est tenu sur le porche pendant qu'ils essayaient de lui parler comme si c'était lui le problème. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais j'ai vu les gestes, mon père montrant la maison du doigt, ma mère posant une main sur sa poitrine, ma sœur faisant les 100 pas comme si elle était sur le point de faire une scène. Mon mari n'a pas dit grand-chose, il est juste resté là. Finalement, il a hoché la tête une fois et est rentré. Ils partent, a-t-il dit. Et ils sont partis, lentement, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un sorte en courant après eux. Personne ne l'a fait. Le lendemain, grand-mère m'a appelé une dernière fois. Elle a dit qu'elle voulait tout finaliser avant les fêtes. Elle ne voulait pas qu'il la supplie au dîner de Noël. Je lui ai dit que nous n'irions pas au dîner de Noël. Pas cette année. Plus jamais. Elle m'a demandé si je viendrais plutôt chez elle, juste moi, mon mari et mon fils. J'ai dit oui. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus absurdes, ils ont tenté un dernier coup, une invitation à des vacances de groupe. Un email envoyé depuis le compte de ma sœur. Un message formel avec un objet qui disait « Voyage de guérison familiale ». Prenons un nouveau départ. Il prévoyait une croisière. Janvier, temps chaud, photo au soleil, toutes dépenses payées. Tu as déjà tant fait pour nous. J'ai fixé l'écran. Il me devait encore de l'argent. Il ne s'était toujours pas excusé. Il pensait qu'un voyage pouvait tout remettre à zéro. Ce n'était pas possible. J'ai fermé l'email, bloqué l'expéditeur, supprimé le message, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en leur présence depuis très, très longtemps, la liberté. Ils n'en avaient pas fini. Après l'échec de l'invitation à la croisière, ils ont réessayé. Nouvel objet,
même fil de mail, week-end de guérison familiale. Prenons un nouveau départ. Pas de drame. Cette fois, ils ont inclus un itinéraire complet en PDF, avec un code couleur, dîner de famille, yoga matinal, thérapie de groupe. Une session intitulée Dialogue ouvert, un espace sûr pour Abigail. Comme si j'avais besoin d'une heure désignée pour me sentir entendu par les personnes qui ont ignoré mon fils le jour de son anniversaire. Ils pensaient pouvoir chorégraphier la réconciliation, la caser entre les apéritifs et une promenade sur la plage. Mais je n'ai même pas ouvert le fichier. J'ai juste cliqué sur supprimer. Ils ont tenté un autre angle, grand-mère. Un nouvel email est parti avec son nom en objet. Ma sœur l'a envoyé. Elle a dit que grand-mère aurait voulu qu'on soit tous ensemble. Qu'elle méritait de voir sa famille unie avant la fin. Celui-là m'a presque fait rire, parce que c'était grand-mère qui s'était assurée qu'il soit dehors. C'était elle qui avait retiré leur nom, transféré le contrôle légal de la succession, et s'était assise en face de moi avec une tasse de thé pendant que son avocat finalisait chaque clause. Elle n'était pas mourante. Elle vivait enfin. Alors, quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a dit, c'est, s'ils veulent de l'unité, ils peuvent la trouver en thérapie de groupe, à leurs frais. Le lendemain matin, les fissures se sont transformées en effondrement. Ma mère a posté un long statut Facebook dramatique sur la trahison familiale et la perte de la maison qui nous a élevés. Puis elle a ajouté un lien GoFundMe intitulé « Aidez-nous à sauver notre maison ». J'ai cliqué, par curiosité morbide. Des photos de la maison, des photos d'elle et de mon père souriant sur le porche, un paragraphe sur des difficultés imprévues et un trou financier temporaire. Rien sur les milliers de dollars que j'avais couverts au fil des ans. Rien sur l'anniversaire de mon fils qu'ils avaient manqué. Absolument rien sur Paris. Ma sœur a partagé le lien avec une légende, même quand on est blessé, on pardonne, parce que c'est ça, l'amour. Le pardon n'était qu'un outil de plus pour eux, une autre performance. Je n'ai pas répondu, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Une amie de mon bureau m'a envoyé une capture d'écran. Elle l'avait vu, avait reconnu les noms, et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, mieux que jamais. Mais c'est là que je l'ai vu. Enfoui dans les commentaires du GoFundMe, une réponse de quelqu'un que je ne connaissais pas. Il disait, « Vous ne revenez pas juste de Paris ?» C'est tout ce qu'il a fallu. La page a été retirée en moins de 2 heures. Et à sa place, il y avait le silence. Un silence épais, gênant, sans équivoque. Plus d'invitations de groupe. Plus d'actes de sollicitude soudains. Plus de textos culpabilisants ou manipulateurs. Et puis est venu le coup de grâce. J'ai reçu un appel de grand-mère. Elle a dit qu'elle voulait faire un petit week-end, juste moi, mon mari et mon fils. Un endroit calme, paisible, une maison au bord d'un lac qu'elle n'avait pas visité depuis des années. Elle a dit qu'elle voulait s'asseoir sur le ponton et entendre mon fils lui parler de ses dessins à l'école et de tout ce qui lui passait par la tête. Pas de photos forcées, pas de faux sourires, juste nous. On peut changer quelque chose. On y a passé 2 nuits. Pas de téléphone, pas de drame. J'ai regardé mon fils montrer à grand-mère comment faire des ricochets pendant que mon mari faisait un barbecue dehors. Elle lui a raconté des histoires de son enfance, quand ses propres parents n'avaient rien d'autre qu'un jardin et quelques poules, et comment, même à l'époque, la famille se montrait toujours présente les uns pour les autres. Et quand nous sommes rentrés, j'ai su que quelque chose avait changé de façon permanente. Je n'étais plus en colère. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas d'excuses, ni d'explications, ni de réconciliation forcée. Je n'avais pas besoin qu'ils souffrent. Je voulais juste qu'ils disparaissent. Qu'ils se débrouillent pour payer leurs factures. Qu'ils se débattent avec leurs problèmes sans GoFundMe. Qu'ils restent assis dans la maison qu'ils ont failli perdre et se demandent comment ils ont laissé les choses en arriver là. Parce qu'ils ne m'ont pas perdu d'un seul coup. Ils m'ont perdu la première fois qu'ils ont menti sur le besoin d'argent. Ils m'ont perdu le jour où ils ont dit à mon fils qu'ils étaient trop justes pour venir à son anniversaire. Ils m'ont perdu quand ils lui ont montré qu'ils n'avaient pas d'importance. Et maintenant, ils veulent revenir. Non pas parce qu'ils m'aiment, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à mon portefeuille, à grand-mère, à l'avenir qu'ils pensaient avoir verrouillé. Mais ils n'ont pas le droit de revenir. La prochaine fois qu'ils essaieront de prendre contact, peut-être pour un nouveau bébé, peut-être pour un autre enterrement familial, je serai poli, brève. Parce que je ne suis plus leur fille. Je suis juste celle qui a finalement dit non.